Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. L'animateur Christophe Beaugrand a été victime d'une tentative de homejacking particulièrement violente dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs individus ont tenté de s'introduire à son domicile et ont blessé son mari. Nous vous dévoilerons en début d'émission ce qui s'est vraiment passé et nous vous donnerons aussi de précieuses astuces afin que vous puissiez protéger votre domicile de façon efficace. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette pièce de théâtre portée par des comédiens prestigieux. Le Bémol se joue au Théâtre des Variétés à Paris. L'histoire d'un chef d'orchestre qui entre dans une colère noire en raison de son musicien qui a joué une fausse note. Deux apôtres de l'humour, Pascal Légitimus et Anne-Sophie Girard, viendront nous en parler dans quelques instants. Et enfin, pas de fausse note cette fois-ci dans les recommandations du week-end. Bernard Babkin nous dévoilera sa sélection de sorties pour samedi et dimanche. Et vous verrez qu'entre Pinocchio et Tolstoï, vous allez avoir bien du mal à choisir. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Jean Dorido, vous êtes docteur en psychologie, spécialiste de l'hypnose. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Reda Bellage, vous occupez la fonction de porte-parole Unité Île-de-France. Bonjour, soyez également le bienvenu dans cette émission. Et enfin, Anne-Sophie Périssin-Faber, vous êtes déléguée générale d'Ignes, c'est l'Alliance des industriels qui propose des solutions électriques et numériques pour notamment sécuriser les bâtiments. Bonjour, soyez également la bienvenue dans cette émission. Je le disais tout à l'heure en introduction, l'animateur Christophe Beaugrand a été victime d'une tentative de homejacking. Son compagnon a été blessé. Il a publié une photo d'ailleurs dans la nuit dernière pour indiquer qu'il allait mieux, qu'il avait été opéré. Néanmoins, il a été battu à coups de club de golf. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour vol aggravé et violence aggravée également. Les cambrioleurs ont-ils été retrouvés, Reda Bellage? Non, alors l'individu, tout ce qu'on sait pour l'instant sur l'enquête en fait, des faits dans le factuel, c'est qu'il y a la victime principale, la victime connue, oui, a surpris deux individus type africain lorsqu'il est descendu de chez lui. Avec son compagnon, ils ont constaté la présence de cet individu. Le premier réflexe a été de protéger apparemment leur enfant. Oui. Et à ce moment-là, ils se sont réfugiés sur le balcon. C'est de là que un des deux individus a frappé une des deux victimes. Une des victimes a pris la fuite. Voilà, pour la petite histoire, c'est ça. Donc c'est un acte qui a été très très violent, qui perturbe malheureusement. C'est encore trop récurrent. On en a déjà parlé sur votre plateau pour le coup. Et on trouve c'est quand même assez régulier sur la région parisienne. En tout cas, pour ce qui nous concerne. Oui, comment expliquez-vous que ces intrusions soient de plus en plus fréquentes? On a l'impression véritablement que c'est un phénomène contemporain. Le terme de homejacking, d'ailleurs, il y a quelques années, n'était pas très connu. Oui, alors, pour moi, d'expérience, ça a toujours existé, mais c'était pas aussi violent. Donc, ça veut dire que vous aviez des équipes qui étaient spécialisées vraiment... limite grand banditisme, qui était spécialisé dans le homejacking. Par exemple, ils s'attaquaient à des gens qui faisaient les marchés. Voilà, via leur réseau, verbalement à l'époque, ils sollicitaient des jeunes dans leur collège, dans les lycées, dans la cité, pour dire est-ce que tu connais quelqu'un qui fait les marchés? Parce qu'ils savent que les gens qui font les marchés, le dimanche, après le marché, ils ne peuvent pas aller à la banque. Et du coup, ils savent qu'ils ont de l'espèce chez eux. Maintenant, on voit un nouveau phénomène. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des têtes qui commandent tout. Et eux, ils recrutent souvent sur les plateformes type Telegram, Signal, parce que c'est beaucoup plus difficile pour nous, les forces de l'ordre, de détecter. Et ils recrutent des mineurs, parce qu'ils savent que souvent, ça va être, et peut-être qu'on en parlera, c'est souvent décriminalisé, plutôt que de passer en assise, malgré les faits, parce qu'on est quand même sur un acte criminel, ça passe en correctionnel. Et du coup, il y a très peu de peine. Il y a des condamnations quand même. Mais en tout cas, mes collègues jusqu'ici travaillent très très bien et en général, on a en moyenne 40% d'affaires élucidées. 40% d'affaires élucidées, ce qui veut dire qu'il y a quand même plus d'une affaire sur deux qui malheureusement est classée sans suite. Ah oui, classée sans suite, non, parce que classée sans suite, ça veut dire qu'on abandonne le dossier. Voilà, alors que pas du tout. Le dossier fermé, c'est pas le cas. C'est que c'est beaucoup plus difficile. Parce que justement, plus vous avez affaire, c'est le mauvais côté de l'opportuniste. Plus vous avez affaire à un opportuniste, plus c'est difficile de remonter un réseau. Bien sûr. Jean Dorido, je voulais vous poser cette question parce que la différence avec un cambriolage classique, c'est que cette fois-ci, il y a cette violence exacerbée qui s'exprime dans les domiciles qui sont visités. Cette violence décomplexée, c'est un phénomène nouveau ou ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre? Alors, je vais à l'instar de monsieur qui est policier, bien sûr qu'il y a toujours eu de la violence, y compris de la violence décomplexée. Maintenant, c'est un fait que notamment chez les jeunes, manifestement, il y a une réalité clinique qui s'observe avec des jeunes qui sont de plus en plus violents, de plus en plus tôt, et effectivement, dans une part
importante, hélas, de cette population de jeunes gens. Il n'y a plus de frontières. Si vous voulez. Il n'y a pas ce que les anciens appelaient jadis le surmoi, ce qu'on appelle aujourd'hui les normes sociales. Genre, ça se fait pas, quoi. Là, vraiment, c'est complètement absent. Et il y a une espèce, effectivement, comme si des digues de civilisation étaient en train de lâcher avec des violences extrêmement fortes et des actes parfois extrêmement graves commis par effectivement des mineurs. Oui, parce que quand vous frappez quelqu'un avec un club de golf à la tête, potentiellement, vous pouvez le tuer. En l'occurrence, le mari Christophe Beaugrand, à ce moment-là, était en train de fuir. Il est tombé de 3 mètres, en plus, avec un coup de club de golf sur la tête. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Heureusement, plus de peur que de mal, a priori, pour lui. Comment vous expliquez que ces digues dont vous parliez soient en train de sauter actuellement ? Alors ça, c'est vraiment multifactoriel. C'est pour tenter de trouver des tentatives d'explication. Il y a le phénomène de bande. On sait que le fait d'être à plusieurs, ça désinhibe parce que ça engendre de l'anonymat. Quand il y a plusieurs personnes qui commettent des actes comme ça très graves, c'est pris dans la masse. Et puis, il y a une banalisation aussi de la violence, voire même dans certaines collectivités, une valorisation de la violence. C'est encore à nouveau dans les phénomènes de bande, si vous voulez, il y a des normes de groupe. Si on considère le groupe social, il y a des normes de groupe qui se mettent en place. Et la violence, elle peut être dans certains cas valorisée. Elle est encouragée même. Elle est même encouragée parce que ça montre que la personne en question, c'est un bonhomme qui ne rigole pas, qui n'a pas peur justement de faire très mal. Et puis, c'est un fait aussi, on a chez certains jeunes qui sont en situation d'échec scolaire, par exemple, une grande pauvreté dans le langage, et une grande difficulté à verbaliser, à exprimer même les émotions, une grande pauvreté même de l'imaginaire, parce que des enfants qui, malgré l'école, n'ont pas finalement réussi à avoir accès à la littérature et au verbe. Et ça, en psychologie, on sait que l'incapacité à s'exprimer, ça crée de la violence. Une personne, si vous voulez, qui ressent une grande frustration, par exemple, soit elle peut mettre des mots dessus, et à ce moment-là, elle parle, elle échange, et un jeune qui n'a pas cette capacité, parce que tout simplement pas suffisamment de vocabulaire, la personne, elle cogne. On est censé l'extérioriser par les mots, et quand on n'a pas les mots, on l'extériorise par les gestes. Absolument. Anne-Sophie Périssin-Faber, est-ce que vous ressentez, vous, cette inquiétude que peuvent avoir les citoyens, des Français, face à cette montée de la violence? Est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus, on va s'équiper justement en système de vidéosurveillance afin de se protéger? Est-ce que c'est un phénomène qui est en train aussi de croître de votre côté? Alors, effectivement, le marché continue, les Français continuent à s'équiper. Par contre, je pense qu'il y a la corrélation entre la courbe d'équipement des Français en système d'alarme versus la courbe effectivement des cambriolages ou des fois des tentatives de cambriolage n'est pas encore corrélée largement. Donc il y a ce phénomène assez récurrent avant l'été, avant le départ en vacances, on se préoccupe quand même de sa maison, donc on a un petit pic généralement d'équipement, mais globalement aujourd'hui les Français sont équipés qu'à 10%, de systèmes d'alarme, donc on a encore beaucoup à faire en pédagogie parce qu'il y a quand même des systèmes qui sont tout à fait accessibles et qui vont permettre facilement quand même d'essayer d'abord de détecter et ensuite d'essayer tout simplement de dissuader de venir faire un acte violent chez vous ou de venir vous cambrioler. Et pourquoi les ménages sont-ils si peu nombreux à s'équiper en système de vidéosurveillance ? Je pense qu'il y a certainement une notion de déni qu'on a tous. On pense toujours que ça va arriver aux voisins et pas à soi. Nous d'ailleurs, dans les faits, on voit souvent que les gens s'équipent plutôt après malheureusement un cambriolage qu'avant un cambriolage. Donc il y a aussi, je pense, beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer qu'il y a des solutions et que malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres et que ça laisse d'ailleurs, si on veut éviter cette charge mentale qui est tout à fait significative après ce genre d'événement, il faut aussi parfois faire de la prévention et s'équiper. C'est vrai qu'avec le retentissement médiatique de tous ces homejacking, on a le sentiment que c'est un phénomène récent, mais est-ce que ces vols sont vraiment plus nombreux qu'avant? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette zone très localisée, avec Alexandre Brugère, qui est préfet des Hauts-de-Seine. Regardez. Les homejacking font partie des faits que l'on arrive le mieux à élucider. Et on a plus de 50% d'élucidation. Parce que, généralement, on met beaucoup de moyens sur ces faits qui sont très violents, où il y a des atteintes aux personnes. Et puis parce que, cela a été dit aussi
par M. de Cugis, ce ne sont pas toujours des bandits extrêmement expérimentés. Donc ils laissent des traces. Des jeunes, on arrive à récupérer des preuves. Et puis la deuxième des choses, j'ai été nommé en fin d'année dernière, et je travaille sur ce sujet ardemment avec le préfet de police. Nous avons réussi à diminuer le nombre de homejacking dans le département. Dans les 5 premiers mois de l'année 2024, nous étions à 19 homejacking. Nous sommes à 15 homejacking dans les 5 premiers mois de cette année, 20% en moins. Nous travaillons donc avec beaucoup d'ardeur sur ce phénomène. Bien, quand on écoute les mots du préfet des Hauts-de-Seine, on se dit que ça va mieux. On arrive à les appréhender plus facilement. Oui, bien sûr. Alors, vous avez mes collègues très régulièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui interpellent les individus, soit en flagrant délit, quand les gens ont le réflexe de nous appeler, ou que les voisins, et ça, peut-être qu'on en parlera au-delà de la vidéosurveillance, il y a aussi à l'ancienne le voisinage, oui. C'est-à-dire que tout le monde soit vigilant, qu'il y ait une solidarité, parce que c'est ça qui fait souvent la différence. On a vu plein d'affaires, notamment sur Paris, on a réussi à interpeller les individus grâce à ça. Après, vous avez le volet judiciaire, où les collègues, ils sont expérimentés, et en plus, quand il s'agit d'une personnalité connue, le protocole fait que le parquet saisit directement une police judiciaire. Parce que l'élite. Ce n'est pas forcément le même processus quand nous avons affaire à un anonyme et une célébrité. Ça dépend. Alors oui, s'il y a utilisation d'une arme, c'est automatiquement les PJ. S'il n'y a pas forcément une arme, mais que c'est une personnalité, c'est les PJ aussi. Alors que dans d'autres cas, ça peut rester en local ou ça peut aller sur une sûreté départementale ou une sûreté territoriale selon le lieu localisé. Maintenant, après, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que tout est lié à la violence et la facilité aussi. On sait que quand on s'attaque à une personnalité, on sait forcément qu'on va avoir soit de l'argent en espèces, soit avoir des montres, soit avoir des bijoux, soit des produits de luxe. C'est des choses aujourd'hui, il y a quelques années, ce n'était pas le cas, il y a une vingtaine d'années, je parle. Aujourd'hui, c'est très très facile à écouler sur le marché parallèle et il y a énormément de demandes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une sorte de nouvelle criminalité qui s'est perfectionnée et qui s'est professionnalisée dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler. Parce que si la personne, si vous n'aviez pas forcément affaire qu'à beaucoup de mineurs et que la personne elle réfléchissait un peu, elle se dirait « Attends, je vais pas m'attaquer à une personnalité connue parce que je risque quand même de me faire attraper plus facilement. » Mais non, ça ne les empêche pas. C'est dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le manque de discernement, la violence, ils ont absolument pas peur. Et il y a aussi la réponse pénale. Aujourd'hui, la réponse pénale, elle n'est pas assez forte pour diminuer les faits. Jean Dorido, finalement, est-ce que le remède à tout ça, c'est l'éducation, tout simplement? C'est peut-être les parents qui sont davantage présents, l'école qui est peut-être un peu plus solide qu'elle ne l'est actuellement? Alors écoutez, bien malin celui qui peut dire quel est le remède à la violence chez les mineurs et à la criminalité. L'éducation, de toute façon, on ne peut pas se tromper d'éduquer les jeunes, d'en prendre soin, évidemment. On ne peut pas se tromper d'aider les familles. Il y a beaucoup de familles qui sont très carencées, de point de vue affectif, etc. Maintenant, pour rejoindre le discours de monsieur, sans tomber sur la répression à tout prix, on sait bien, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Pour autant, c'est un fait que la répression, la sanction juste, elle est évidemment nécessaire. Et ça, voilà, c'est aux experts de débattre entre eux. Pour autant, bon, c'est un fait que il y a parfois un écart que le grand public a du mal à comprendre entre la gravité des faits commis, parce que c'est un fait, il faut rappeler, un cambriolage, déjà, c'est extrêmement traumatisant. Parce qu'il y a une intrusion qui est faite chez vous. Donc il y a quelque chose presque de l'ordre du viol. Oui, parce que quand vous êtes chez vous, vous avez le sentiment que vous êtes dans l'endroit le plus sécurisé du monde. Vous êtes en sécurité, vous êtes pour les victimes, franchement, pour les victimes, je vous le dis, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Enfin, à part l'homicide, bien sûr, le viol, je vais respecter les victimes. Mais en fait, les gens, ils n'arrivent plus à mettre un pied chez eux, en fait. Et vous voyez, c'est ça qui me dérange. Quand je veux pas être répressif, mais c'est juste que la loi, de temps en temps, oui, il faut qu'elle soit dissuasive aussi. Et il y a des peines pénales qui existent pour ça. Faites-les, mettez-les en place. On a fait pendant des années de la prévention. Et moi, j'étais au lycée. Je crois que j'étais en sujet de disserte au bac. Vous fermez des prisons, vous ouvrirez des écoles ou l'inverse. Et ça, c'était une vérité à l'époque. Mais aujourd'hui, ça a changé. Le mineur, c'est devenu terrible. La plupart de ces faits, ils ont lieu soit très très tôt le matin, soit très très tard le soir. Déjà, un gamin de 14, 15, 16 ans, qu'est-ce qu'il fait dehors à cette heure-ci? Bien sûr. Voilà. Donc, en général, très souvent, les individus sont, à part ceux, vraiment, la victime qui avait besoin de l'auteur qui avait besoin de 3 000 €, comme on l'a vu
je crois que c'était le cambriolage du présentateur de TF1. Nikos Aliagas. Voilà, exactement. Où un des auteurs disait que voilà, j'étais en galère d'argent, voilà, il était majeur, il n'était peut-être pas connu du service de police, mais très généralement, les individus, ils ont des antécédents au TAJ, ce qu'on appelle le TAJ chez nous, donc ils sont connus des services de police, ils savent que normalement, ils doivent savoir qu'ils risquent quelque chose, mais en même temps, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Et c'est ça toute la problématique. On va s'attarder un peu plus longuement, effectivement, sur la réponse pénale. Mais Anne-Sophie Périssin-Faber, la question que tous les franciliens qui nous regardent, et même tous les Français qui nous regardent ce soir, se posent, c'est que recommandez-vous aujourd'hui pour qu'une famille qui puisse sécuriser efficacement son logement, que recommandez-vous? Quels sont les systèmes les plus efficaces aujourd'hui? Je n'ai pas d'alarme chez moi, qu'est-ce que je dois faire dès demain? Alors, en fait, l'idée, ça va être de travailler... par cercle concentrique. On va commencer par l'extérieur. On va commencer par sécuriser votre porte de hall d'immeuble ou votre accès si vous êtes dans une maison individuelle. On va commencer par mettre effectivement aussi des caméras extérieures avec détection de présence qui vont vous permettre la nuit effectivement de détecter éventuellement une intrusion et de générer par exemple, on détecte une intrusion, pouf, la lumière s'éclaire. Voire on a aussi un système sonore qui se met en route. Donc l'idée, c'est d'essayer au maximum de travailler l'extérieur pour qu'on arrive le plus tard possible devant la porte. Ensuite, on va travailler les portes, les ouvertures. Donc on va travailler sur la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, elle est plus ou moins solide, la serrure est plus ou moins complexe. Donc voilà, tout ça, ça va aider. On va travailler ensuite sur ce qu'on appelle, nous, les détecteurs en fait, d'ouverture, qui sont aujourd'hui assez perfectionnés, puisque c'est des détecteurs avec de la vibration. Donc en fait, on va être capable de détecter qu'il y a quelqu'un, avant même que votre porte soit ouverte ou fracturée, on va être capable de détecter que la porte est en train d'être fracturée. Donc on va là aussi pouvoir déclencher le plus rapidement possible ce qu'on appelle des éléments dissuasifs. Et donc dans ces éléments dissuasifs, on va retrouver l'élément qu'on connaît tous, qui est le son, donc avec la sirène qui va se mettre à faire du bruit, qui va réveiller les voisins, qui vont regarder ce qui se passe et qui vont prendre le téléphone éventuellement. Et il y a des nouvelles choses qui sont aussi extrêmement intéressantes, c'est de travailler sur la dissuasion visuelle, avec notamment soit des éléments de flash. Donc le but, c'est d'aveugler en fait la personne qui est en train de rentrer. Et on a également ce qu'on appelle des brouillards. C'est des dispositifs qui, en quelques secondes, en fait, viennent complètement opacifier en fait, votre entrée, votre salle dans laquelle la personne est entrée. Et du coup, elle ne voit plus rien. Donc, en fait, elle a peur. En fait, elle est elle-même figée. Et c'est quoi ce type de gaz, pardon? C'est du gaz lacrymogène, par exemple? Alors, je ne vous dirai pas la composition. C'est une composition qui est bien sûr faite pour pouvoir pas mettre en danger les occupants de l'espace, mais qui ont cette capacité d'opacité qui fait que voilà, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes figé. Et donc, ça peut laisser du temps soit aux forces de l'ordre d'arriver, soit effectivement, quand vous êtes dans les étages, de pouvoir sortir ou de vous mettre à l'abri pendant ce temps-là. Pardon, mais je ne connaissais pas du tout ce système de gaz. C'est un système qui est effectivement assez récent. Ça fait peut-être 5, 6 ans, 10 ans. Alors, c'est des choses qui sont plus connues dans le domaine professionnel, en fait, et qui est arrivé en fait dans le domaine maintenant des particuliers. Dans les bureaux de tabac, moi ça m'est arrivé de frapper des cambrioleurs comme ça, avec le système de. C'est un système qui est très gaz, efficace. De fumée, les gars voyaient rien, et puis ça nous a permis à nous de créer l'effet de surprise. Et ça s'est retourné un peu contre eux. Et les bureaux de tabac utilisent beaucoup ce système. Oui, c'est assez efficace, donc ça a fait ses preuves. La fumée pour un bureau de tabac. Évidemment, ça c'est assez facile. C'est pas la fumée de boîte de nuit, attention. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Détecter le plus possible et puis ensuite dissuader avec les éléments qu'on peut avoir. Par exemple, les images de vidéosurveillance, c'est très intéressant. Si je mets dans mon hall d'immeuble, par exemple, avec l'accord de la copropriété, une caméra de vidéosurveillance, et qu'en effet, j'ai suspicion que quelqu'un est rentré, par exemple, pour forcer les boîtes aux lettres. Est-ce qu'à ce moment-là, la police peut les exploiter, ou bien est-ce que c'est très encadré? Et là encore, malheureusement, vous n'allez pas forcément pouvoir récupérer les images. Non, mais nous, en règle générale, dans le cadre de la procédure, soit on fait, si c'est vraiment, ça vient de se passer, en général, les gens nous montrent la vidéo parce que des fois, ça peut être des gens du secteur qu'on connaît, et ça nous permet de les interpeller plus rapidement, et ça nous permet d'avoir une description en temps réel de l'individu pour faire un appel, ce qu'on appelle nous un appel général tout de suite au niveau des ondes radio, pour que les collègues soient vigilants avec voir si on trouve ou pas. Ça nous arrive de trouver des gars qui correspondent au signalement, parce qu'en général, ils se planquent dans un coin, ils vérifient le bulletin, parce qu'ils sont pas tous très très malins. Mais voilà, après, sinon, il n'y a pas de règles établies.
Et puis, on fait comme on peut par rapport selon les affaires, quoi. Et la question, c'est que je voulais vous poser, qu'on doit se poser là actuellement, quand effectivement on est face à ce genre de dispositif assez sophistiqué, ça coûte combien à installer ? Alors, ça va dépendre bien sûr de la taille de votre logement, ça va dépendre du niveau de professionnalisme que vous allez choisir en fait dans votre équipement. Et donc, ça peut varier entre 500 € à 3000 €, voilà, à peu près. Donc, et puis, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de se dire, si on n'a pas le budget tout de suite pour mettre l'ensemble des dispositifs à disposition, on peut aussi les mettre les uns après les autres et puis enrichir en fait son système de sécurité chez soi. Parce que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il n'y a que 10% des ménages qui sont équipés, parce que peut-être ça coûte aussi un peu cher, malheureusement, et qu'on ne peut pas forcément tous avoir les moyens de s'offrir ce genre de prestations. Il existe des aides, il existe ce genre de choses Moi, je sais que les banques souvent le proposent. Ouais. Mais ça peut arriver, honnêtement, moi, je suis service public, mais c'est vrai que avoir une société de sécurité, quand je travaillais en anti-crime, souvent les sociétés de sécurité, les agents de sécurité nous appelaient. Il y en a même avec qui on avait sympathisé à force, mais en général, ils sont quand même assez efficaces. Oui. Et voilà, vous avez, comme vous l'avez dit, différentes alarmes où il y a une personne qui va vous parler. Donc lui, le gars, il ne va pas chercher midi à 14h, il va partir. Ouais. Alors qu'avant, on avait des systèmes qui étaient moins sophistiqués. Par exemple, dès qu'il y avait un hurleur, moi j'ai vu beaucoup d'affaires où ils mettent de l'eau dans le lavabo, et puis ils jettent le hurleur, comme ça coupe. Ça coupe. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour les cambriolages. Mais le but de l'homejacking, il faut bien comprendre, c'est que la victime soit présente. Oui. Ça, c'est un élément qui... Voilà, c'est ça. C'est la violence dont on parlait, Jean Doridot, très important. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où, pour le délinquant, ou le crime, pour moi, c'est plus des criminels que des délinquants, le but, c'est que s'il y a des enfants, c'est peut-être même encore mieux pour eux. Parce qu'ils vont prendre, en otage, mais on l'a fait dans l'affaire Guillon aussi, ils veulent que la victime ouvre le coffre, ils veulent que la victime coopère à 100%. Et pour coopérer à 100%, elle va s'en prendre aux gens qu'elle aime. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une attaque violente et en plus une attaque psychologiquement violente. C'est-à-dire que ces notions d'honneur, ces notions parfois humaines qu'on pouvait tous avoir à un moment donné, elles n'existent plus. Quand on entend qu'on espère avoir un enfant dans la maison pour pouvoir le prendre entre guillemets en otage de façon à accéder plus facilement au coffre, on se dit que là, on a perdu toute notion d'humanité, toute notion de civilisation. Ah oui, de toute façon, il y a ce qu'on appelle en psychologie un processus d'infra-humanisation. Donc, si vous voulez, vous allez retrouver précisément dans ces bandes de criminels un état d'esprit qui fait que les victimes, ce ne sont pas des personnes comme eux, si vous voulez. Ce sont des personnes infra-humanisées. Donc, c'est comme des objets, si vous voulez. Et c'est un fait que c'est ultra traumatisant. On a vraiment des situations de stress post-traumatique. Vraiment, oui. C'est les symptômes. C'est effrayant parce que la personne ne se sent plus en sécurité nulle part. Donc, dans le stress post-traumatique, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'évitement. Une personne qui a vécu un attentat, hélas, sur une terrasse, elle va avoir tendance à éviter les terrasses. C'est déjà effrayant. C'est une vie marquée par un lourd handicap. Là, la personne, elle ne peut pas éviter parce qu'elle est chez elle, précisément. Et alors, bien sûr, certains finissent par déménager, mais malgré tout, c'est l'objet, si vous voulez, psychique, donc du cognitif, c'est l'objet chez soi qui est perçu comme un signal de danger. Donc la personne ne peut plus dormir, elle n'est jamais en paix. Et il y a ces flashs, ces fameux flashs qui sont vraiment typiques des symptômes de stress post-traumatique. C'est que la personne, ça fait tout d'un coup irruption dans son esprit et ça la réveille en sueur, ça lui fait des attaques de panique. Enfin, c'est vraiment absolument effrayant, je dirais, outre l'aspect criminel de la séquestration, de la menace sous condition, etc., il y a en plus le fait d'infliger un stress post-traumatique qui va durer parfois des années avant que la personne puisse enfin se reconstruire. C'est vrai que c'est d'une cruauté assez abyssale. Anne-Sophie Périssat-Faber, oui, c'est ce que vous vouliez justement peut-être souligner. Oui. C'est justement ce traumatisme qui pousse aussi les Français qui ont été victimes de ce homejacking à s'équiper. Je pense que c'est un élément extrêmement important de réassurance, en fait, après, quand on a subi ce type de violence physique ou psychique. On a pas mal de dispositifs qui sont aussi là pour aider. On a le bouton d'alerte. Oui. C'est quelque chose de très simple. C'est vrai que quand on est paniqué, on n'a pas toujours. C'est difficile d'avoir les bons réflexes. Ce bouton d'alerte, voilà, il est là, il peut être posé avec vous dans le jardin quand vous prenez un verre avec les amis pour si jamais il se passe chez vous. Il peut être à côté dans votre chambre.
Et là, vous appuyez sur un bouton et ça va déclencher tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire l'élément sonore, éventuellement l'élément aussi de brouillage, les éléments visuels. Et ça peut déclencher aussi, bien sûr, si on est dans le cadre des téléassistances, dans le cadre de l'alarme, soit vous avez votre équipement et vous gérez vous-même les alertes avec des éléments connectés, soit vous avez en plus du service et donc vous avez en plus un service de téléassistance qui va prendre en charge en fait l'appel auprès des forces de l'ordre. Quand on dit service de téléassistance, c'est la police. On peut aussi équiper, c'est le truc tout bête, mais équiper avec, je ne vais pas faire de la pub, peu importe, système GPS ou AirTag. Vous mettez un AirTag dans vos sacs de luxe, par exemple. Ça va nous permettre, à nous, dès qu'on arrive sur place... C'est une puce GPS, en fait, oui, voilà. C'est pas vraiment très cher, mais le temps qu'on arrive sur place... et ben la victime elle nous dit voilà, parce que vous avez une position quand même, c'est très 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 précis. Ça permet aux collègues de la police secours dans le secteur ou aux brigades anticriminalité d'intervenir très rapidement, parce que au-delà de ça, il faut savoir, par exemple sur les Hauts-de-Seine, on en parlait tout à l'heure, mes collègues savent quasiment où habite chaque star, parce qu'ils ont l'habitude en fait. Voilà, donc ils sont très vigilants, c'est ça le pire. Mais bon, on peut pas être vu le problème d'effectifs qu'on a sur ce département, on peut pas être à 4h du matin devant chez Vita, devant chez un tel, devant chez un tel. C'est très compliqué. Vous étiez chez moi devant ce matin, je vous ai vu. Vous avez vu, vous n'êtes pas fait cambrioler. Non, c'est vrai, heureusement que vous êtes là. Vous êtes un peu notre ange gardien. Voilà, c'est ça. Jean Dorido aussi, je voulais vous poser cette question parce que vous parliez de symptômes post-traumatiques. Et ça rejoint le discours de Christophe Beaugrand qui s'est exprimé effectivement après le homejacking dont il a été victime. Il confiait qu'il avait du mal à trouver le sommeil, qu'il avait très mal dormi la nuit dernière. Ce genre de symptômes, ça peut durer combien de temps après un cambriolage aussi violent? Est-ce que c'est quelque chose qui va le suivre potentiellement pendant des mois, des années? Alors, on n'est pas là pour se casser le moral, évidemment. Non, mais c'est intéressant. Quand il y a un stress post-traumatique, là, c'est important de bien intégrer que le temps ne fera rien à l'affaire, si vous voulez. C'est précisément l'un des effets majeurs du stress post-traumatique. C'est là où, si vous voulez, le simple choc psychique, la personne va se déchoquer, elle va s'en remettre, comme on dit. Le stress post-traumatique, c'est quelque chose, alors d'un point de vue de neurosciences, ça se met, si vous voulez, dans l'hippocampe et dans l'amygdale, et en fait, après, ça bouge plus. Et donc, vous allez avoir ces espèces de réminiscences, ces espèces de flashs, cette anxiété permanente, trouble anxieux généralisé, ces phénomènes d'évitement qui s'installent, ça ne bouge pas. Et c'est très, très important de le rappeler à ce moment-là. Lorsque ça arrive, hélas, il faut traiter tout de suite. Parce que là aussi, si vous voulez, plus c'est frais, plus vous allez réussir. Il y a une espèce c'est comme si le cerveau était un peu plus plastique à ce moment-là. C'est comme, je dirais, si on prend une métaphore d'un muscle, tant que c'est chaud, vous voyez, on peut quand même... Après, on peut plus bouger, on a trop mal. Donc, si vous voulez, plus ça va être pris tôt à travers des thérapies type hypnose, type EMDR, type thérapie cognitive, comportementale, et peut-être parfois ça va être tout ça, vous voyez, pour précisément aider la personne à rapidement faire en sorte que ça ne s'installe pas et retrouver le sommeil. Parce que là, on est typiquement, voilà, la personne, les insomnies, l'incapacité à dormir, parce que cette fameuse hypervigilance tout à fait typique du stress post-traumatique, la personne est en hypervigilance, elle ne dort plus, vous voyez, et ça c'est terrible. Alors il est temps, parce qu'il nous reste très peu de temps dans cette première partie, de nous pencher aussi sur le profil de ces individus qui commettent des homejacking. Je vous propose d'écouter Philippe Franchet, qui est commissaire de police, qui révèle justement, et vous allez être très surpris, l'âge auquel certains se rendent coupables de ce type de crime. Regardez. L'affaire a une sorte d'amateurisme parce que le profil de ces auteurs est très jeune, parfois 14 ans. Ce sont des gens 14 ans. Parfois 14 ans. Ils font des homejacking à 14 ans. Exactement. Parfois, nous avons eu des affaires à la BRB avec des auteurs de 14 ans qui ont été identifiés, qui ont reconnu les faits. Donc, enfin, c'est pas une vue de l'esprit. Et si vous voulez, ce sont des gens qui sont déjà connus des services de police et de justice pour des petits délits d'appropriation, pour des petits trafics de stupéfiants, mais qui n'ont jamais passé vraiment le cap de ce qu'on va dire la sphère de la criminalité organisée. Or là, le homejacking, c'est clairement du délit et de la criminalité organisée. Alors Reda Bellach, bien évidemment, ces enfants qui ont 14 ans, qui commettent des homejacking ne sont pas les têtes pensantes de ce type d'action, mais est-ce que les têtes de réseau, vous les connaissez? Est-ce que vous savez où ils se trouvent? Est-ce que vous savez qui ils sont? D'où ils viennent? Non, c'est des gens qui soit ont trempé dans le trafic de stupes ou qui faisaient partie avant du grand banditisme et qui se sont spécialisés dans ce type de faits. On a vu une affaire récente, d'ailleurs il me semble que c'est encore l'animateur de TF1, l'individu agissait depuis une prison. Oui. Donc voilà, il y a pas de, c'est un peu le même dispositif que pour le trafic de stupes, il y a tellement d'argent en jeu.
voilà, il y a toujours une tête pensante, c'est toujours difficile à identifier. C'est-à-dire que quand même, quand la personne est condamnée, qu'elle est derrière les barreaux, elle reste encore dangereuse. Il y a une véritable faillite de l'État, là, dans ce que vous nous dites. Non, mais c'est une réalité. Il y a un jugement qui a eu lieu. Dans cette affaire-là, notamment, l'individu agissait depuis une prison. Voilà, donc je vous dis, avec ça, ça devient... on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut payer les transactions, on peut tout faire, on peut utiliser des intermédiaires. On peut utiliser un coursier d'une entreprise privée qui n'a rien à voir pour aller récupérer le matériel. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Le monde est en train de changer et je pense qu'au-delà de la violence, il faut que nous, justement, on arrive, que ce soit en matière de cybercriminalité ou autre, il faut qu'on arrive à se mettre à la page pour pouvoir parer à tout ça. Sachant qu'on va le rappeler, le vol aggravé, je parle sous votre contrôle, c'est 20 ans de réclussion criminelle et 150 000 € d'amende. À aucun moment, ces peines-là ne sont prononcées. Moi, voilà, pour le coup, je vais revenir... Par rapport à ce qu'a dit mon collègue, moi j'ai pris attache, parce que souvent je prends attache avant les plateaux. Mes collègues du GRB ou de la BRB me disaient la même chose. C'est souvent décriminalisé, comme j'ai dit. Donc pourquoi on décriminalise? Pourquoi d'assises? Ah, mais parce que c'est des enfants, ouais, mais peut-être c'est pas plus grave. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'aimerais que, enfin je dis pas que c'est tous les magistrats, mais il faut que les magistrats se rendent compte du mal qu'ont subi ces victimes en fait. C'est vraiment un viol. Si le gars, alors oui, il y en a, ils diront ouais, mais il est propriétaire, il part pas de chez lui, c'est de sa faute. Non. En fait, il a travaillé pour acheter sa maison. Mais là, il peut pas la vendre comme ça. On vend pas une maison comme ça. On quitte pas un projet qu'on a construit comme ça. Mais tous les soirs, comme vous dites, on se sent violé. On a peur pour ces enfants. Vous imaginez le traumatisme en pleine nuit. Enfin, moi, je vois des victimes, c'est compliqué. Nous, on a même des psychologues qui sont là pour prendre en charge, en termes police, qui sont là pour prendre en charge les victimes, mais à mon sens, il n'y en a même pas assez. En général, il y en a une par district selon les départements, il y en a où il n'y en a même pas du tout, mais je pense que c'est important aussi, parce que la victime, on oublie souvent la victime dans ce type d'affaires et dans les décisions qui sont prises par rapport à ce type d'affaires. C'est la raison pour laquelle, à défaut de donner davantage de moyens à la justice, il faut peut-être s'équiper aussi. Merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table. On poursuit cette émission avec un petit bémol, vous allez voir. Le bémol, c'est justement le titre de la pièce qui se joue depuis ce mardi 3 juin au Théâtre des Variétés à Paris. C'est une belle partition rythmée par des comédiens prestigieux et nous sommes ravis d'en recevoir 2 sur ce plateau. Alors vous savez quoi, je rigole, je vais trahir quelque chose. C'est qu'ils étaient tous les 2 derrière la caméra et puis finalement ils ne savaient pas s'ils devaient passer devant. Bonjour Pascal Légitime. Bonjour Anne-Sophie Girard. Très poli. Oui, non, vous avez raison, mais attendez, j'aime pas quand on éclipse moi. Vous savez, si vous passiez devant, on ne me voyait plus. C'est vous la star aujourd'hui, nous on passe derrière. Non, arrêtez, non, je me vais. J'essayerai d'arriver un jour modestement à votre cheville, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Pascal, donc, vous glissez dans la peau d'Antoine, hein, c'est un chef d'orchestre très ambitieux qui devient furieux dès lors que son violoniste Philippe joue un si bémol lors d'un concert musical. Anne-Sophie, vous interprétez quant à vous Zoé, qui est la femme de Philippe. Je vous propose que l'on découvre déjà, grâce aux images de répétition que vous nous avez gentiment confiées, justement le début de cette pièce et on en parle juste après. C'est comme fou. Et t'as pensé à te calmer? Que je me calme. Ouais. Il m'a fait un si bémol. Le soir de ma première. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais je sais pas, mon chéri. Philippe n'a pas fait exprès, c'est tout. Mais bien sûr qu'il a fait exprès. Une fausse note de 3 secondes interminable de la part d'un des violonistes les plus techniques de sa génération. Et bien sûr qu'il a fait exprès. Il a fait ça pour détruire ma carrière. Je ne vois pas d'explication. Voilà pour les quelques secondes. Pour la suite, il faudra effectivement aller au Théâtre des Variétés. Cette pièce, c'est vrai qu'on pourrait d'une certaine manière, et moi j'y ai pensé tout de suite au prénom, parce que vous avez une sorte d'élément déclencheur, et systématiquement après, ça part totalement en sucette, comme on dit. Vous avez tout résumé. Effectivement, c'est un déclencheur. C'est on va dire une aiguille dans une botte de foin, mais au début. Et effectivement, c'est un prétexte qui permet de soulever beaucoup de problèmes entre 6 personnes. Oui. Donc il y a une partition, il y a 6 notes différentes, et puis moi je suis la lettre G, donc le sol. Ouais. Et effectivement, le G, c'est l'ego. Ouais. Donc mon personnage, prétentieux, qui aspire à avoir un prix qui est l'équivalent du Nobel en musique classique. Le Nielsen, non, c'est ça, exactement. Et puis mon violoniste a fait un si bémol à la place d'un si. Pourquoi? Et pourquoi, voilà. C'est la question, effectivement, qu'on va se poser. Et derrière le pourquoi, il y a des réponses. Attendez, parce que pourquoi votre personnage entre-t-il dans une colère si noire pour si peu? Enfin, c'est la question aussi qu'on se pose quand on voit ces premières images. Imaginez, par exemple, vous, le prix du journalisme, tout d'un coup, vous avez peut-être une partenaire qui va vous sabrer, qui va vous... Pas sympa, hein. Qui va vous
Oui, vous savonnez la planche. C'est ça. Vous allez me supprimer un S, par exemple, pluriel, pour faire en sorte que je fasse une faute d'orthographe. Une mauvaise liaison. Vous n'êtes pas sympa. Effectivement, donc c'est la raison pour laquelle il rentre en colère, parce qu'il a l'impression finalement que son ami, puisque en l'occurrence c'est son ami, est en train de lui savonner la planche. Et surtout, on habite, moi, au 6e et lui au 5e. Est-ce que c'est l'histoire finalement d'un homme qui entre dans une véritable crise existentielle? Ah, complètement. Complètement. Et puis, c'est aussi un duo. Ouais. Et presque une relation amicale, amoureuse, quasiment toxique. Oui. Ouais. Et je peux pas trop en dévoiler. Qui joue avec vous. Anne Pariot joue ma femme, donc Anne-Sophie Girard joue la femme de Lionel Abelanski. Ouais. Il y a aussi Soleil, qui est donc un pizzaiolo qui nous amène de la nourriture. Et puis j'ai mon luthier, qui habite pas très loin, et je lui demande de me rendre quelques services. Non, effectivement, c'est un huis clos à 6, mais ça va très très loin. C'est très violent, d'une manière physique, c'est violent psychologiquement, et c'est drôle aussi, évidemment, c'est une comédie. On pourrait dire que c'est une suite d'accords et de désaccords, finalement, cette pièce. C'est véritablement ça, quoi. Oui, il y a plein de rebondissements, et puis on met tout sur la table. Ouais. Il y a de ces soirées comme ça qui partent en sucette, comme vous dites, et où on vit tout. Ouais. Je crois que ça fait du bien. Et ça fait du mal à certains. Alors, parlez de votre personnage aussi, Zoé, donc, qui, on le rappelle, est la femme de Philippe, qui est jouée par Lionel Abelanski. Elle est coach en développement personnel, c'est ça? Comment la décririez-vous? Namasté. C'est vous, en fait, c'est pas un rôle de composition, n'est-ce pas? Moi, je me régale à le jouer, évidemment, coach en développement personnel. Alors, elle n'est pas si bête, parce qu'au départ, on se demande qui est ce personnage qui vient aussi bouleverser la vie de Philippe. C'est une tornade, et en même temps, un air frais comme ça qui vient changer beaucoup de choses dans sa vie. Et vraiment, je me régale à le jouer, quoi. Les premiers vrais rires sont lorsqu'elle apparaît. Oui, absolument. Donc, elle a un vrai personnage très, très croustillant. Et en même temps, effectivement, elle titille, mine de rien, là où ça fait mal. En même temps, Anne Pariot, pareil, me titille. Alors, elle est un peu alcoolisée. Oui, elle est assez drôle aussi, même sur le début de la pièce, effectivement. On se rend compte qu'elle a eu un alcoolisme mondain, assez décomplexé. Tout le monde est contre moi, sauf le public peut-être qui se demande, mais c'est quoi l'histoire? Donc, il y a des cliffhangers, on se pose des questions, et ça, c'est très agréable. Et c'est vrai que cette pièce vient de commencer. Quel bilan vous tirez de ces tout premiers jours? Quelle réaction vous avez pu recueillir auprès du public? Au début, on ne sait pas où ça va tomber, comme on dit souvent, les rires ou les réactions. Et là, ça y est, on commence à être bien dans nos chaussettes. Et ça y est, là, on a un rythme de croisière et on commence à s'amuser. Vous commencez à vous amuser, Et vous avez fait déjà des ajustements, c'est intéressant de savoir, parce qu'au début, vous commencez une pièce. Bon, j'imagine que vous avez le prototype, si j'ose dire. Est-ce que vous le retravaillez aussi au fil des jours? Tous les jours. Tous les jours, on se voit. Oui. On va se voir tout à l'heure, on rectifie des choses, on améliore une rythmique, même une vanne, qui est peut-être pas... Au bout de 3 fois, on se dit, au bout de 3 fois, ça marche pas, on essaie de trouver une autre vanne, ou une intonation, ou même un physique, un geste, et ça peut tout déclencher. Et ça peut tout déclencher, effectivement, ça change tout. Alors, c'est assez rare que la musique classique soit traitée dans une pièce de théâtre. C'est pas forcément le genre qu'on a l'habitude de voir, surtout dans une comédie. C'est un univers, c'est vrai, truffé d'instruments, de nœuds papillons. Vous connaissiez cet univers-là, la musique classique? C'est quelque chose que vous avez découvert avec cette pièce ou... Alors, bizarrement, je fréquente peu ce milieu. Non, mais c'est fascinant parce que c'est aussi c'est des génies dans leur domaine, mais c'est aussi des égos. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'égos dans cette pièce et c'est incroyable comme un petit grain de sable vient tout enrayer. Tout enrayer. Exactement. C'est jouissif. Et passer du rap à la musique classique, effectivement, c'est très intéressant. Et oui, c'est sûr, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous a plu finalement dans ce rôle? Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez accepté? Moi, j'ai joué tellement de choses en toute modestie, entre autres avec Les Inconnus, puis en dehors. Je me suis dit, alors qu'est-ce qui pourrait encore me challenger? Effectivement, ce personnage qui est méchant, antipathique, en même temps a raison quelque part. Je me dis, ok, il y a de quoi construire quelque chose de très désagréable, tout en essayant de faire rire et d'émouvoir les gens. Donc, il y a un travail que j'ai fait, j'espère l'avoir réussi, et encore, j'y suis presque. Je pense que ce soir, ça va le faire ce soir. Blague à part, c'est jouissif d'être challengé avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'usiter. Bien sûr. Et votre personnage, moi, je l'ai trouvé un peu psychorigide, un peu parano. C'est un rôle de composition, on est d'accord, hein? Vous n'avez pas de point commun avec lui? C'est qui, lui? Bon, c'était quoi cette émission? Non, mais alors, moi, je ne joue que des choses qui ne me ressemblent pas. C'est vrai, ça, c'est ce qui vous plaît, Si je joue un mec sympathique. Mais on a coutume de dire quand même que les comédiens mettent deux dans leur personnage, ou que voir les personnages parfois déteignent sur les comédiens. Est-ce que vous avez ressenti ça avec votre personnage? En fait, j'ai appris avec mon père, on s'installait dans des terrasses de café, quand tout jeune, et il me disait observe.
mon père était acteur et musicien, il dit observe. Et le fait d'avoir observé tous ces personnages, ces attitudes, ces non-dits, ces non-vus, j'ai une espèce de banque de données dans ma tête. Avec Les Inconnus, vous l'avez bien vu, tous ces personnages, en fait, on les incarne. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est scientifique, en fait. Et donc, c'est jouissif de jouer des choses comme ça et de fouiller. Alors, évidemment, j'ai des choses en moi que j'exagère. Mais de là à être sur scène, là où je vais, c'est violent, mais c'est super. Et justement, Anne-Sophie, quels sont, selon vous, les points communs entre l'univers de la musique classique et celui de la comédie? Vous avez parlé des égos, c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il faut gérer aussi des égos chez les acteurs, les actrices. Est-ce que c'est aussi le point commun qu'il y a entre ces deux mondes? Alors, moi, je connais très mal la musique classique, mais alors, en comédie, là, je touche un peu. Mais là... Moi, j'ai pas découvert des égos. Là, j'ai découvert des gamins. Ah oui, dans la troupe. Mais oui, mais parce que c'est important pour moi aussi d'en parler. C'est-à-dire que tous les jours, je prends une leçon de comédie, quand même. Je me dis, je joue avec Pascal Légitimus, je joue avec Lionel Abelansky. Et je regarde, et ils ont 9 ans. C'est-à-dire que c'est des gosses. C'est des gosses qui jouent. Notre âme d'enfant est toujours là. C'est incroyable. C'est pour cette raison que vous avez aussi accepté ce rôle. C'est parce que justement vous étiez avec ces comédiens qui peut-être vous ont fait rêver à un moment donné. Parce qu'on avait plus l'habitude de vous voir sur scène dans des one-woman shows. C'est plus rare de vous voir sur scène, sur les planches, dans une pièce de théâtre. Et quel bonheur, jouer avec des vrais gens, des vrais comédiens qui nous regardent. Bon. Je les touche, je m'amuse avec eux. Mais c'est génial. Dans l'œil, on se regarde, on se comprend. Non, c'est un bonheur. En fait, ça m'avait manqué. Il y a un deuxième spectacle sur scène. Il y a celui que les spectateurs voient, et puis il y a le nôtre, entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de choses comme ça qui n'apparaissent pas, mais il se passe beaucoup de choses. Dans les regards, c'est-à-dire que vous faites des private jokes, comme on dit, c'est ça, ou des, non, on est dedans. Mais hier, pardon, mais je peux le dire, juste avant de rentrer sur scène, hier, il me regarde et il me dit, quand tu fais ça, il me parle d'une certaine scène, tourne ta tête, fais ce sourire-là. On a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Je l'ai fait le soir même, ça a matché. Et voilà. Et donc là, j'ai appris, je le garde et je vais le garder. Zoé a appris. Et dans la vie, est-ce que vous préférez être chef d'orchestre ou bien être dépendant des autres Moi, je suis un homme de troupe. J'aime le partage. Donc moi, tout seul, ça m'intéresse pas. J'ai joué 2 spectacles seuls parce que j'ai des choses à dire. C'était pas votre truc. Mais j'avoue que moi, le partage, c'est la famille, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous jouez ensemble sur scène. On est d'accord. Oui, ça sera pas la dernière, j'espère. Oui, très agréable, très drôle. Non, mais des fois, il y a des comédiens avec qui on joue, on se dit alors, attendez, parce que vous pouvez pas dire ça comme ça maintenant. Il faut que vous donniez des noms maintenant. Pascal Légitimus. Il y en a qui sont morts. C'est bon, ils pourront pas se défendre. Vous pouvez donner. Mais c'est vrai que ça nous arrive. Des fois, on nous impose des personnes qu'on n'a pas choisies. Alors, on fait des efforts. Mais des fois, c'est compliqué. Mais j'ai eu la chance d'avoir peu vécu ça. Et quel regard vous portiez, par exemple, sur Pascal Légitimus avant de le voir? J'imagine que vous avez regardé Les Inconnus aussi, à un moment donné. Oui. Mais j'étais fan, je le suis encore. Et non, ce qui était très drôle, c'est quand j'ai appelé ma sœur pour lui dire. Votre sœur jumelle, c'est ça? J'ai ma sœur jumelle, je l'ai appelée, je lui ai dit, je vais jouer avec Pascal Légitimus. Et elle a fait. Voilà, c'est très aigu et très désagréable. Ah oui, donc d'accord, vous avez... J'appellerai jamais ta sœur. Vous avez peur pour vous. Et j'avoue que j'avais dit, c'est quand on m'a parlé des comédiens que j'avais dit oui et j'avais pas encore lu la pièce. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui doit se faire. Et quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, ce rôle en plus, un cadeau. C'est vrai que le challenge maintenant, en ce qui nous concerne, c'est de se dire, c'est dur à vivre, mais de se dire, si un tel est dans un spectacle ou une pièce, c'est que c'est bon. Et d'arriver à ça, je trouve que c'est formidable. Que les gens se disent, s'il y a Sophie Girard dans ce film, le film il doit être bien. C'est pas facile, mais il faut arriver à ça. Les gens se disent ça. Mais c'est vrai que le casting est quand même très alléchant. C'est-à-dire que sans avoir vu la moindre ligne sur le communiqué de presse, c'est vrai, quand on voit vos têtes, on a déjà envie d'y aller. Après, effectivement, il y a l'histoire qui est très alléchante. Mais on arrive déjà à la fin de cette interview. Donc je vais vous poser la question que les millions de Français se posent. Pascal Légitimus, vous revenez quand avec Les Inconnus? Écoutez, alors en 2026, il y a une chance sur 3 pour l'instant. Une chance sur 3? Ouais, pour l'instant. Oui, mais parce que vous êtes 3. Voilà, c'est ça. Vous allez la vouloir. En fait, on a un film qui a été écrit par Riyad Satouf. Tout le monde le sait maintenant, je peux le dire. Mais on attend de lire la dernière mouture, comme on dit. Donc mais on ne sait pas. D'accord. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir dépecée. Mais en tout cas, vous voyez avec Bernard Campan-Didier-Bondon. On est amis. Je veux dire, on se voit même en dehors. Voilà, Bernard va venir me voir. Non, on est amis. Il n'y a pas de problème. Mais après, pour les projets communs, cimentés et assurés, je ne sais pas. Mais j'aimerais que nous puissions faire une pièce de théâtre. Nous ne l'avons jamais fait. Donc, avis à la population, s'il y a des auteurs qui nous proposent une pièce de théâtre qui est bonne et qui nous plaise,
Là, ça pourrait matcher. Vendu. Effectivement. Et Bernard Campan et Didier Bourdon seraient plutôt d'accord avec vous sur en fait, Bernard ne veut pas refaire des sketchs. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on n'a pas envie de décevoir. Son credo, c'est ça. Bon, je le comprends, mais voilà. Ah, ce serait intéressant. Anne-Sophie Girard, dernière question pour vous. Après cette pièce de théâtre, quel est le projet qui va vous animer dans les prochains mois, prochaines semaines? Je retourne La Petite Histoire de France. J'ai la chance de jouer Marie-Louise. Ouais. Je retrouve tous les autres copains, François Levental, Sébastien Castro, tout ça, pour une saison 6. Et là, je me réjouis aussi de retrouver la troupe. Maintenant, moi, mon credo, c'est la troupe. La troupe. Vous êtes une femme de troupe, exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Pascal Légitimus. Merci Anne-Sophie Girard. Je rappelle que vous faites partie de ce formidable casting qui porte donc cette pièce qui se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier. Ça s'intitule Le Bémol. J'ai dit quoi de l'Atelier? Et le théâtre est sublime. Vous savez quoi, à chaque fois je me trompe de nom, c'est quand même terrible. Le Théâtre des Variétés, je le répète, c'est Le Bémol, et donc c'est jusque fin juin. Il faut vite acheter ses places, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup des dates aussi, je trouve. Vous auriez dû prolonger un petit peu? Tout dépend des spectateurs. Tout dépend des spectateurs, exactement. Tout dépend de vous. Merci à tous les deux. On termine cette émission avec votre dernière chronique par ici les sorties. Allez, bon, écoutez, à un moment donné, il faut s'occuper le week-end. Et si vous ne savez pas quoi faire samedi et dimanche, eh bien, nous recevons notre super-héros de Madame Figaro. Il est au service culture et il s'appelle Bernard Babkin. Bonjour Bernard, vous allez bien? Moi, bonjour. Bah oui, c'est vous, exactement. Alors, vous êtes venu encore avec 3 recommandations et pas n'importe lesquelles. Bah évidemment, j'ai regardé quand même, j'ai un peu préparé notre entretien. Vous allez nous proposer effectivement un mastodonte de la littérature qui a été revisité par Sophie Briquer. Alors, ça s'appelle Pinocchio Créature. Ça oui, attention, c'est créature. Voilà. Non, mais c'est important. On est à la Comédie Française. C'est pas Disney. Ah non, c'est pas Disney, effectivement. Là, on va pas voir de nez qui s'allonge, ce genre de choses, a priori. C'est pas prévu. Ils ont des nez, mais qui s'allongent pas. C'est jusqu'au 29 juin. De quelle manière cette metteuse en scène, donc Sophie Briquer, a-t-elle remodelé cette histoire du célèbre pantin qui, effectivement, a fait rêver des générations d'enfants? Alors, elle l'a adapté déjà, elle a adapté le texte. Alors, justement, on voit cette pièce, on a très envie après de lire le texte d'origine. Elle l'a adapté, elle a transformé un petit peu les choses, elle l'a rendu, je ne peux pas dire moderne, mais un peu contemporain. Pinocchio est une fille. Oui, alors ça j'étais très étonné, effectivement. Pourquoi pas, une histoire de genre. Oui, d'accord, écoutez, on est en 2025, on est d'accord. Donc c'est une fille, magnifiquement jouée par Klaïna Klavarov. Il y a ça, il y a le personnage de Geppetto aussi, le père, elle le définit comme un homme qui a très envie d'avoir un enfant, il peut se passer aussi maintenant, mais il ne peut pas en avoir. Il fait tous les examens, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Donc il fabrique ce pantin qui va devenir un enfant, et donc pour lui, c'est la joie du père, donc c'est le père absolu. Donc elle a beaucoup ciblé là-dessus, et puis il y a ce pantin qui n'a pas, c'est pas une marionnette à fil, c'est une marionnette, c'est un pantin articulé, et qui, alors après c'est une histoire quand même assez classique, c'est cet adolescent, ce pantin qui devient un enfant, puis un adolescent qui est contre tout, qui fait de mauvaises rencontres, et avec ces mauvaises rencontres, il fait des bêtises. C'est un peu le lot de tous les adolescents, on est d'accord? Vous avez totalement raison, on peut tous s'y identifier finalement. Sauf qu'il y a... Pardon, oui. Non, j'allais dire que cette pièce, finalement, aussi, j'ai l'impression que c'est le regard de Geppetto à travers... Enfin, c'est Pinocchio à travers le regard de Geppetto. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de filiation, finalement, dans cette pièce. Ça nous concerne tous, finalement. Geppetto qui aime éperdument, effectivement, sa créature, qui est Pinocchio. Alors, une créature, c'est carrément un enfant, là. On peut même pas parler de créature. C'est pas Frankenstein où il fabrique... c'est vraiment son enfant. Et après, cet enfant, sa fille... Alors, il faut pas y aller... Alors, c'est un spectacle familial pour les enfants. Il faut pas y aller en imaginant qu'on va avoir des choses merveilleuses, fantastiques. La mise en scène est très sobre, assez sombre. Il n'y a pas la baleine qui apparaît, il n'y a pas des feux d'artifice, il y a des choses assez sobres, assez simples. Il y a beaucoup de textes. Et moi, ça m'a donné l'idée, cette idée-là, que c'est comme si on racontait une histoire à un enfant dans son lit la nuit, le soir avant de s'endormir. Et c'est l'imaginaire de l'enfant, le nôtre aussi en tant que spectateur et grand enfant, qui en fait le reste, qu'on imagine tout le reste, parce qu'il y a de beaux costumes, mais il n'y a pas un décor absolument époustouflant. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Sombre. Sur la mise en scène, justement, vous l'avez trouvé comment? Parce qu'on l'a vu avec les images qui défilent là sur le Figaro TV, il y a une mise en scène qui est quand même avec beaucoup d'obscurité sur scène, il y a des cordes multicolores de part et d'autre de la scène également, tout ça, ça symbolise quoi exactement? Ça symbolise ça, il faut bien lire le programme pour savoir ce que ça symbolisait. Moi, j'ai pas trouvé que ça symbolisait vraiment ça. Ça symbolise un peu ce qu'on met au-dessus des berceaux des enfants.
oui, ok. Vous savez, là, ça tourne et puis il y a des objets autour. Oui, c'est ça, absolument. Bon, sauf que là, ça ne tourne pas. Avec généralement une boîte à musique qui se joue. Exactement ça. Donc c'était ça l'idée du décor, sauf que ça ne tourne pas et il y a des personnages, donc il y a le chat, il y a le renard, il y a les personnages, il y a un ballon qu'on pète et il y a des confettis qui tombent, mais ça ne tourne pas et puis on tire les ficelles, les acteurs ils tirent les ficelles. Ils tirent les ficelles, exactement. Ils tirent les ficelles de ce conte. Eh bien ça se joue donc au studio de la Comédie Française jusqu'au 29 juin et ça s'intitule Pinocchio Créature. Attention, ne vous attendez pas à voir un Disney, on l'a rappelé, c'est pas forcément le cas. Non, alors c'est loin d'être un Disney. Hein. Et le bonheur conjugal aussi, vous vouliez nous parler de ça, de Tolstoï bien évidemment, c'est au Poche Montparnasse. Alors déjà, il va falloir que vous nous expliquiez, et Dieu sait que je suis un vieux routier de l'amour, c'est quoi le bonheur conjugal? Alors, moi, je vais vous poser une question, parce que le bonheur conjugal, à votre avis, est-ce qu'il peut durer toujours? Ah, alors ça... Non, mais c'est du vécu que je demande. Ouais, alors, moi, je dirais oui, parce que ma femme regarde, mais après, je vais vous poser la même question, Bernard. Est-ce que le bonheur conjugal, ça dure toujours? Ben oui, quand on est célibataire. Ah, bah alors, dans ce cas, vous êtes en train de passer une annonce, là, non? C'est une idée. Pas du tout. Je suis tranquille, tout va bien. Le bonheur conjugal, c'est l'histoire de Macha, une fille jeune. 17 ans, 17 ans, elle a la campagne, elle vit sa vie tranquille, et elle a un ami de son père qui est beaucoup plus âgé et qu'elle trouve charmant, qu'elle aime bien, etc. Et le temps passe, donc c'est un seul en scène, magnifiquement interprété par Anne Richard avec un pianiste qui joue une sonate de Beethoven de temps en temps comme ça, et ça ponctue les saisons et ça ponctue le temps qui passe, parce que cette Macha, elle entre guillemets, elle drague quand même ce monsieur qui résiste, et puis finalement ça se fait. C'est censé être Sergueï, je crois, c'est ça? Oui, et finalement ça se fait, et puis ils vont finalement par vivre ensemble, se marier, et puis c'est ce fameux moment, le bonheur conjugal, est-ce qu'il peut exister tout le temps? Et donc là, elle a envie, ils sont à la campagne, elle a envie de vivre, de ville, elle a envie de faire un peu la fête, lui il a moins envie, alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on ne sait pas. Mais Tolstoï était assez pessimiste quand même sur l'idée du bonheur conjugal. Oui, c'est ça, oui. Donc, si on a des problèmes de couple, c'est pas forcément la pièce vers laquelle il faut aller se diriger ce week-end, alors si? Bah si, ça peut réconforter, on se dit qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose. Ah oui, bon écoutez, oui c'est ça, on peut s'identifier, vous avez raison, on peut toujours trouver pire chez le voisin d'à côté en fait. Voilà. Mais c'est une très 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 belle interprétation, c'est dans la petite salle du Poche Montparnasse, déjà le Poche c'est pas grand, mais la petite salle du Poche, on n'est pas loin des comédiens. On est très près, c'est très intime, et elle nous raconte son histoire comme ça avec beaucoup d'émotion. Et ça s'appelle donc Le Bonheur Conjugal, et la dernière recommandation dont vous vouliez nous parler, ça s'intitule L'affaire Corneille-Molière, exactement, ça joue à la Comédie Bastille. Je vous propose de découvrir quelques images, on en parle juste après. L'affaire Corneille-Molière. C'est à ce moment-là que tout a commencé, quand Henri a posé la question interdite. Et si Molière était une invention de Corneille? Arthur, Alaya et Avrel. J'ai travaillé avec le grand-père d'Avrel. Dans l'édition, oui, on sait. On va s'inscrire à l'éloquentia. Quoi, le concours d'éloquence? Alaya propose la vérité sur l'affaire Corneille-Molière. Santé les amis! Corneille est un auteur comique condamné à écrire des tragédies, qui a besoin d'argent et d'un prêtre non, pour écrire librement ses comédies sans maculer sa gloire de tragédie. Et si Corneille avait tout écrit? Regardez là, Pierre-Louis compare les rimes des deux pièces et la ressemblance des vers. C'est la même construction que nous sommes devenus la risée des milieux littéraires. Je n'ai pas le droit de parler de tout ça. C'est terriblement excitant. Il faut faire quelque chose, les dénoncer. Vous ne m'apportez que des arguments que je connais déjà. Fais gaffe alors, au charisme. Vraiment les garçons, vous ne vous rendez pas compte, ces gens. Ces gens? Il y a une voiture qui nous suit. Ça veut faire quelque chose qui a un peu de sens. C'est vrai, ça je peux le dire. L'affaire Corneille-Molière, donc c'est à la Comédie Bastille. C'est quoi cette histoire? On a l'impression que c'est le clash Booba-Roff là. C'est un peu ça. C'est un peu ça à l'époque, oui. Là, alors il faut dire que là c'est des étudiants, c'est en 1968. C'est important que ce soit en 68 parce que il y a une révolution un peu comme ça qui s'annonce et chez les intellectuels aussi. Et donc ressort cette histoire il y a des gens qui avaient la théorie, l'idée que Corneille aurait aimé écrire beaucoup de comédies et il pouvait pas le faire. Et que Molière ne savait pas écrire, et donc Corneille lui écrivait ses comédies. Ah oui, ça c'est super quand même comme théorie. En fait, ses pièces, oui. Ouais. Donc là, ils font une enquête, ils partent. Alors c'est comme un polar un peu, hein. C'est un polar très 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 bien mené. Ils sont très énergiques, ils font tous les rôles. Voilà, il y a une cinquantaine de personnages, mais ils font tous les rôles. Et pour savoir, ils font une thèse un peu dessus pour savoir. Cette affaire Corneille-Molière, est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Comment? Est-ce que Corneille, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Molière a fait? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie? Est-ce que ça bénéficierait
réussirait pas un troisième personnage. Et voilà. Et alors, là, on peut imaginer, et donc il nous donne une espèce de solution avec ce troisième personnage qui avait quand même intérêt, qui aurait eu en tout cas intérêt, je parle au conditionnel, qui aurait eu intérêt à ce que Corneille et Molière ne s'entendent pas, parce que, comme ça, lui, il pouvait être dans la lumière. Ah, mais attendez, alors, là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Ben oui, mais vous allez deviner qui c'est le troisième, alors. Ah non, mais attendez, on va pas spoiler à nos téléspectateurs, il y en a beaucoup qui vont peut-être aller regarder ça, et puis de toute façon, on n'a plus le temps. Bon, l'affaire Corneille-Molière, c'est à la Comédie Bastille, merci beaucoup. Comme un polar, c'est un polar. C'est un polar, voilà, il faut prendre ça comme ça. Merci beaucoup, merci pour toutes ces recommandations, vous êtes journaliste culture. Madame Figaro, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon long week-end à celles et ceux qui ont la chance de l'avoir, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur le Figaro TV avec Victoire Sicora aux commandes de cette émission. Bon week-end à toutes et à tous.